Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Commençons notre rencontre avec ce compte rendu concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a inauguré la première conférence de la Coalition nationale pour l'action civile et le développement. Cette coalition, qui regroupe 24 associations, organise plusieurs activités afin de soutenir les tranches de la société les plus démunies, surtout dans les villages lointains. Le point dans ce compte rendu. De la Coalition nationale pour l'action civile et le développement. Cette coalition, qui regroupe 24 associations, organise plusieurs activités afin de soutenir les tranches de la société les plus démunies, surtout dans les villages lointains. Au cours de son discours lancé lors de la séance inaugurale de la conférence, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que la Coalition nationale pour l'action civile de développement constitue un pilier important dans le processus de développement de l'État et un support du système de réseau de protection sociale à travers la complémentarité de ses efforts avec ceux du gouvernement et du secteur privé dans le but de réaliser le développement communautaire. Le chef de l'État a souligné l'importance du rôle de toutes les associations et entités œuvrant dans le domaine de l'action caritative et qui présentent l'aide dans les domaines que le gouvernement ne peut pas seul couvrir, louant le grand rôle joué par l'Alliance nationale. La coalition prône le principe de la responsabilité sociétale en adoptant le slogan « Le volontariat est une responsabilité » et en exhortant les institutions civiles à assumer un plus grand rôle dans le développement et la réforme dans divers domaines. Le Premier ministre Moustapha Madbouli ainsi qu'un certain nombre de ministres et d'hommes d'État de haut rang ont assisté à la conférence. Un navire transportant du maïs ukrainien s'est échoué aujourd'hui dans le canal de Suez avant d'être rapidement remis à flot sans perturber le trafic dans ce passage maritime par lequel transite 10% du commerce mondial. Le point. حفاوة الاستقبال لضيف مصر الكريم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يترأس جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الصومالي حمزة عبدي بري لبحث سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات بين مصر والصومال. رئيس الوزراء المصري Le Premier ministre Moustapha Madbouli a assisté avec son homologue somalien Hamza Abdi Berri à la signature d'un nombre de mémorandums d'entente visant à renforcer la coopération conjointe dans les domaines des médias, de la culture et de l'enseignement supérieur. Un mémorandum d'entente a également été signé entre les ministères égyptiens et somaliens des Waqf afin de renforcer la coopération pour une durée de 3 ans. Une commission conjointe sera formée en vue de relancer la coopération entre les deux parties. Un navire transportant du maïs ukrainien s'est échoué aujourd'hui dans le canal de Suez avant d'être rapidement remis à flot sans perturber le trafic du passage maritime par lequel transite 10% du commerce mondial. Le point. L'agent maritime norvégien LET a indiqué que le MV Glory était remis à flot par l'autorité du canal de Suez après s'être échoué alors qu'il rejoignait un convoi près d'Al-Qantara, non loin de la ville de Ismaïlia dans le nord-est de l'Égypte. De son côté, le patron du canal, l'amiral Osama Rabi', a rapporté que 51 navires circulent dans les deux sens lundi sur le canal. Le trafic se poursuit normalement. Nous avons traité avec professionnalisme la panne survenue à bord du Glory durant son passage. Le navire battant pavillon des îles Marshall et transportant près de 66 000 tonnes de maïs a été secouru par 4 remorqueurs. Selon les autorités du canal, le Glory, un navire de 225 mètres de long sur 32 mètres de large, était venu de Turquie en route vers la Chine au sein d'une flotte. Le vraquier, dont les cales servent à transporter des céréales, était parti le 25 décembre de Kornomorsk, une ville portuaire près d'Odessa en Ukraine, avec à son bord du maïs, dans le cadre de l'initiative des céréales en mer Noire, un accord entre l'ONU, l'Ukraine, la Russie et la Turquie qui atténue depuis juillet la crise alimentaire mondiale. En 2021, l'Égypte avait secoué par l'ultra-médiatisé blocage d'un navire, l'Ever Given, pendant plusieurs jours sur le canal de Suez, immense ouvrage inauguré en 1869
puis agrandi et modernisé à plusieurs reprises, qui relie mer Rouge et Méditerranée. L'opération de sauvetage avait duré 6 jours. L'Égypte avait perdu entre 12 et 15 millions de dollars par jour de fermeture, alors que les assureurs avaient estimé à des milliards de dollars de pertes par jour pour le commerce maritime mondial. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait approuvé en mai un projet pour élargir et creuser davantage la partie sud du canal dans laquelle s'était bloqué Never Given. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a reçu son homologue somalien, Abcher Omar James, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abou Zeid, a déclaré que lors de la rencontre, le ministre des Affaires étrangères a affirmé que l'Égypte soutenait pleinement les efforts de la Somalie pour lutter contre le terrorisme et traiter les retombées de la sécheresse. Il a indiqué que l'Égypte souhaite consolider la coopération avec la Somalie au vu des relations historiques reliant les deux pays, notamment dans les domaines de la santé et de l'enseignement. À la lumière de ce qui a été rapporté par certains médias et sites internet concernant la vente d'Uzo et le parc d'Al Orman, le ministère de l'Agriculture a affirmé que cette information est complètement fausse, tout en ajoutant que les deux parcs resteraient affiliés au ministère de l'Agriculture et de la bonification des terrains. Dans un communiqué, le ministère de l'Agriculture a affirmé qu'il tenait à développer les deux jardins pour qu'ils deviennent les meilleurs du monde et rendent un service distingué au peuple égyptien. Il est à noter que l'autorité nationale de production militaire chargée du processus de développement des deux jardins utilisera l'alliance d'entreprises internationales spécialisées dans le domaine des jardins et en partenariat avec le secteur privé égyptien, ce qui permettrait de répondre aux exigences de développement. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Simon Saïr, guide touristique. M. Simon Saïr, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Alors, de quoi s'agit-il? Tout d'abord, qu'en est-il quant aux nouvelles rapportées par les médias et les sites internet concernant la vente du zoo et le parc d'Al Orman? En fait, le jardin géologique est un jardin complètement et à 100% égyptien. Et c'est un jardin qui était à sa fondation unique dans l'histoire des jardins géologiques dans le monde entier. L'actualité ne correspond pas à la fondation, car à la fondation, la zone de Gizeh était une zone agricole et non pas une province habitée comme à nos jours. On parle ici dans les années 1870, à la fondation, le côté de Gizeh n'était que les pyramides d'Égypte et une zone agricole dont la crue du Nil dépassait le lit actuel et passait à droite et à gauche pour les champs agricoles. Et de là que, à l'époque de la fondation, quand Ismaïl Pacha a fait ce jardin 1871 ou bien 1870, il était un peu unique dans l'histoire des jardins, vu qu'il possédait toutes sortes d'oiseaux émigrants, d'oiseaux locaux, de reptiles, d'animaux égyptiens et africains. À la fondation du jardin, il a fait quelque chose d'unique dans l'histoire des jardins du monde entier, c'est le pont. Le pont qui a été réalisé par la compagnie française Lavallois et qui a été réalisé par M. Eiffel, le grand monsieur, le grand ingénieur qui a réalisé la tour Eiffel en France. Ce pont, il avait une qualité exceptionnelle. En premier, il était numéro 1 dans les ponts de l'Europe en tant que beauté. Il a gagné toutes les compétences pour qu'il soit le plus beau pont de l'Europe. Il a même payé au-delà de son prix pour qu'il puisse se déplacer de l'Europe envers l'Égypte d'une façon que ce soit le seul jardin zoologique du monde entier où on peut voir les animaux d'une élévation. Il n'y a pas cela dans un autre jardin du monde où on peut être dessus une élévation et avoir une vue panoramique sur les animaux. Alors, c'est une qualité qui l'a rendu très, très célèbre. La deuxième qualité, c'est que c'était un jardin qui tenait du fleuve jusqu'à son fond. Malheureusement, dans les années 1950, il y a eu l'obligation de l'extension de la ville du Caire envers la province du Gizeh
de récupérer de ce terrain entre le jardin actuel et le fleuve pour réaliser des immeubles. Et plus tard, il y a eu d'autres besoins pour la ville du Caire et pour l'Égypte, c'est de réaliser le jardin El Orman et réaliser dans les années 1900 un chemin entre le jardin El Orman et le jardin géologique qui ramène vers la plus grande et la plus célèbre et l'université prestigieuse que l'Égypte a réalisée, c'est l'université du Caire. Alors cela, il a réalisé quand même des projets très nécessaires et très utiles et fabuleux, mais sur le compte du terrain de l'actualité. Vu qu'on a démarré à une surface qui était 3 et 4 fois au-delà de la surface actuelle qu'on va réaliser et travailler dessus. Le jardin à cette époque n'était pas seulement un jardin géant qui représente tous les animaux et les oiseaux de l'Égypte et de l'Afrique, mais aussi bien il était prestigieux et géré par les meilleurs éléments du monde entier, et même il avait un bâtiment qui était le musée de l'histoire naturelle qui précédait le musée actuel du Caire à la place El-Tahrir. Ce qui nous montre l'importance de ce jardin. Entre les bâtiments qui ont été réalisés à l'intérieur pour remplacer, qui étaient précédentes au musée du Caire, aussi bien pour conserver les abeilles, les oiseaux, les reptiles et tout cela, en plus que nous, on a à l'intérieur, par exemple, les girafes, les lions, et un ensemble qui comptait à des milliers et des milliers d'animaux rares dans le monde entier. Aujourd'hui, l'État va reprendre ce sujet pour augmenter le nombre de visiteurs et le remettre une deuxième fois sur l'échelle internationale. Bien sûr, c'est une grande difficulté à l'État égyptien qu'il a reçue, car la surface actuelle, elle est très réduite par rapport à la surface originale. Par contre, les experts, nous, on les possède, et l'expertise, elle est prête à travailler là-dedans pour réaliser de cette surface un élément international qui aurait quand même et qui serait de nouveau une perle pour l'Égypte. Monsieur Simon Saher, vous êtes guide touristique. Merci pour cet aperçu détaillé et aussi historique du zoo et du jardin d'El Orman. Le ministère de l'Intérieur poursuit ses campagnes quotidiennes pour le contrôle des prix des produits de première nécessité sur les marchés et pour lutter contre le monopole des produits et la vente des marchandises à des prix plus élevés que le prix officiel. Au cours des dernières 24 heures, le ministère de l'Intérieur a saisi 521 caisses d'approvisionnement. En ce qui concerne la confiscation des marchandises subventionnées, plus de 17 tonnes et demie ont été saisies. Quant aux boulangeries, 723 caisses ont été saisies, dont 240 affaires d'insuffisance de pain, de 176 cas de pain non conformes aux spécifications. Terminons avec cette nouvelle de la Bourse du Caire, dont les indices ont marqué une hausse collective aujourd'hui sous l'effet de l'opération d'achat de la part des Égyptiens et des étrangers. L'indice principal EGX 30 a haussé d'environ 1,7% pour atteindre le niveau de 16 273 points, alors que les indices EGX 70 et EGX 100 ont respectivement grimpé de 0,5% et 0,9%. Notons que le secteur dit l'immobilier et des services financiers se sont emparés de la moitié du volume des échanges. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.